Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Au sommaire ce soir, la révolution tunisienne, 2 ans après. Il y a 2 ans, jour pour jour, le dirigeant Ben Ali prononçait son dernier discours. Après 4 semaines d'émeutes, après une répression sanglante, et dès le lendemain, le 14 janvier, vous le savez, il quittait le pays direction l'Arabie Saoudite. Quel bilan tiré aujourd'hui? Et cela alors que le gouvernement, que l'on appelle la fameuse Troïka, est au pouvoir depuis maintenant plus d'1 an. 3 invités avec nous ce soir pour en parler. Tahar Bekri, merci d'être avec nous. Vous êtes poète, votre nouveau livre s'intitule Sur les traces de Younous Emre, c'est aux éditions Elisade. Younous Emre, poète turc, poète de l'amour qui a vécu fin 12e et début du 13e siècle. Emel Metlouti, vous êtes chanteuse, vous êtes auteur-compositeur, votre album s'appelle Kenti Hora, ce qui veut dire Ma parole est libre. Vous serez en concert le 28 janvier à la Cigale, à Paris, avant une tournée un peu partout en France. Vous serez également à Tunis le 27 février au Théâtre Municipal, et puis ensuite le 26 avril au Caire, la capitale égyptienne. Nadia Raïs, bienvenue à vous également. Vous êtes l'auteur du court-métrage d'animation Lemrayet, que l'on a pu voir au Festival d'Annecy, mais aussi à Doha, au Qatar notamment. Une œuvre écrite sous Ben Ali, on va en parler tout à l'heure, et qui évoque à sa manière le renversement d'un régime totalitaire. Tahar Bekri, cela fait donc déjà 2 ans que la Tunisie est en transition. Quel est votre état d'esprit, quel est votre sentiment sur la situation ? Il y a des choses positives comme la parole, c'est-à-dire la peur des citoyens est vraiment dégagée et le citoyen a pris cette parole d'une manière très très libre. Cependant, il y a quand même, je suis inquiet pour beaucoup de situations actuellement. On voit des événements sociaux graves, une menace sur les libertés des créateurs, des artistes. De temps en temps, les nouvelles ne sont pas toujours réjouissantes et ma foi, nous ne savons pas encore la date des élections prochaines. La Constitution n'a pas été votée. Il y a beaucoup de retard et beaucoup de problèmes actuellement. Donc, en tant qu'homme de paix, je suis inquiet sur ce qui se passe comme violence actuellement dans la Tunisie. La Ligue de la protection de la révolution attaque parfois les syndicalistes, les artistes. Et donc de ce côté-là, je crois que pour vous, nous devons être vigilants. L'inquiétude et la vigilance. Emel Metlouti, même constat. Vous, si vous aviez un événement à retenir de ces 2 années, quel serait-il ? Vaste question. Vaste question. Je vais certainement pas retenir un événement négatif, mais ce que l'on retient tous maintenant au bout de 2 ans, c'est que la Constitution n'a pas du tout avancé et c'est un peu la réalisation majeure qui a été le fruit de cette révolution. Donc je pense qu'on est tous inquiets par rapport à ça. Ça, c'est le révélateur à l'Assemblée constituante. Alors, on le rappelle qu'il n'y aura pas d'élection vraisemblablement avant le premier trimestre 2014. Il faut mettre en place la commission électorale, il faut mettre en place le code électoral. Tout cela s'annonce encore compliqué dans les mois qui viennent. Nadia Raïs, même question, 2 ans après, votre sentiment ? 2 ans après, je pense que je ne suis pas la seule, en vivant en Tunisie, parce que ça fait juste 3 mois que je suis en France. Et en vivant en Tunisie, souvent les Tunisiens, maintenant je pense qu'ils ont dépassé la période de la joie, de l'euphorie. Ils ont compris que c'est un combat continu. Que c'est ce qui s'est passé le 14 janvier, c'est pas quelque chose qui a cassé l'histoire en deux. Enfin, c'est vraiment un événement qui va nous permettre maintenant de continuer le combat. C'est le début d'un long processus. Voilà, et je pense que on est en pleine crise, ça va continuer. Ce qui est bien, c'est que malgré tous les problèmes qu'il y a, les choses qui nous font peur tous les jours, à chaque fois il y a des réactions, souvent de la part du peuple tunisien, qui apprend aussi à aussi développer son langage par rapport aux événements, à réagir, à créer des choses aussi inattendues, donc qui font aussi du bien. Ça, c'est un fait nouveau. Alors, Lemrayet, c'est le titre de votre 2e court-métrage d'animation. C'est l'histoire de Boum Lemrayet. Il porte des lunettes, en fait, comme d'ailleurs tout le monde dans son univers. C'est un personnage de fiction. Il est né un peu après le coup d'état médical du 7 novembre 87. On va tout de suite en regarder un extrait. Je précise juste avant qu'il décide un jour de retirer ses lunettes, et c'est le début de la fin d'un régime totalitaire.
Voilà, le peuple exige, veut la chute du pouvoir. Nadia Raïs, il y a cette phrase qui ne m'a pas échappé à la fin de votre œuvre, renversement du réservoir d'encre avec succès. Et donc tout un jeu entre le régime et entre cette machine. Aujourd'hui, la langue de la dictature, finalement, elle a totalement disparu, ou est-ce que le régime d'encre fonctionne à plein régime? Non, il fonctionne. Je crois qu'ils ont pris la même méthode. Même Ben Ali, s'il est parti, je pense que C'est qui il? C'est le parti au pouvoir qui a gagné les élections, Ennahda? Non, c'est-à-dire que même si l'ex-président est parti, il y a tout un système qui est là et qui maîtrise autant le peuple, les élections, il maîtrise pas mal de choses. Les rouages de la communication. C'est des choses qu'on a du mal à maîtriser. Même les élections qui sont passées, on voit très bien quand même, il y a des choses qui nous dépassent. Oui, allez-y, Tarbé. Oui, moi je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'abord, depuis le 14 janvier et jusqu'au 23 octobre 2011, il y avait vraiment de l'oxygène. Je suis revenu en Tunisie 2-3 fois. Le peuple tunisien a montré une maturité, une intelligence, les femmes superbes qui manifestent, l'adhésion totale. Le gouvernement provisoire a mené la Tunisie jusqu'à des élections transparentes. Tout s'est passé et la Tunisie a donné une leçon de démocratie vraiment régionale. Dans le monde arabe et au-delà, oui, voilà. Oui. Et tout le monde était heureux de retrouver une parole libre, d'arracher. Et donc cette espérance magnifique sur laquelle nous nous sommes basés pour construire le nouveau pays que nous souhaitons depuis des décennies. Eh bien, peu à peu, maintenant, malheureusement, depuis un an, les choses coincent. Il y a la violence, l'attaque, des procès contre les créateurs, contre les intellectuels, le marasme aussi économique et social. Alors, il y a tout cela. Et voilà, vous me tendez la perche, bien entendu. La Tunisie qui vit, sans doute, vous le savez, Melmet Loutil, l'une des pages les plus sombres au niveau économique de son histoire. 750 000 chômeurs au moins, parmi eux 125 000 qui sont diplômés. C'est l'un des fléaux majeurs de la Tunisie. Quel regard portez-vous sur la situation de ces jeunes, notamment de l'arrière-pays, mais pas seulement, qui revendiquent aujourd'hui un emploi? Justement, ce que je trouve vraiment catastrophique, c'est que ces gens-là, c'est vraiment eux qui ont fait la révolution. Et 2 ans après, la situation a empiré. C'est-à-dire que le gouvernement qui a été voté certainement en majorité par ces gens-là ne fait rien pour eux. Et moi, je suis d'avis que les gens sortent dans la rue, parce que les revendications premières de cette révolution, c'est un travail décent, un logement décent, et en l'occurrence, tout cela, on a l'impression que c'est un rêve qui s'éloigne de plus en plus. Donc il faut faire quelque chose. Vous êtes enseignant, Tahar Bekri, vous n'êtes pas économiste bien entendu, mais peut-être un mot justement, c'est un cercle vicieux puisque les investissements se font attendre, il y a une peur visiblement des investisseurs de ce côté-ci de la Méditerranée, pas seulement, il y a le tourisme qui a du mal à repartir. Finalement, comment la Tunisie peut s'en sortir? Oui, c'est ça. Et de toute façon, on ne peut pas s'en sortir sans démocratie réelle, sans une liberté réelle, sans une paix civile. Et là, il faut vraiment que cette violence qui s'abat sur beaucoup de groupes sociaux, c'est-à-dire pour amener l'investissement, pour amener le développement souhaitable dans toutes ces régions. C'est la Tunisie des pauvres, des déshérités qui s'est soulevée. C'est elle qui est à l'origine de la révolution. Et il n'est pas normal que 2 ans après, les jeunes continuent à vouloir aller à Lampedusa, les jeunes et le chômage continue. Et les événements de Silienne récemment sont vraiment plus que tristes pour moi. Comment a-t-on encore tiré sur la foule, sur la population, aveugler des jeunes qui manifestaient civilement et pacifiquement. Des revendications sociales et pacifiquement. Rien ne se fera sans la paix, rien ne se fera sans la beauté de la chose, c'est-à-dire vraiment la démocratie, la transparence et la conciliation et la réconciliation nationale. Tous les partis doivent être là. Alors on va poursuivre sur cette question économique et sociale. On va retrouver à Tunis Rafika Bendermel. Bonsoir Rafika. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste, vous travaillez notamment au Tunisie Bondi Blog. Vous collaborez avec de nombreux blogueurs de la région, donc de Sidi Bouzid notamment. Alors, où vous êtes basé d'ailleurs habituellement, le président Sidi Bouzid, une région où la tension reste vive. Que réclame-t-on exactement dans cette région, Rafika ?
Alors en fait, nous sommes basés à Sidi Bouzid, à Gafsa et à Gafling. Et si vous voulez, ce qui est réclamé depuis un certain temps, c'est plus de justice sociale, c'est que les gens, leurs revendications soient plus écoutées. On prenait l'exemple de Sylviana, mais cette semaine à RDF, et puis aussi à Tella, il y a d'énormes manifestations, une contestation de plus en plus importante. Les habitants ont l'impression que la situation générale au niveau politique et économique se dégrade, et à juste titre. On voit une augmentation des produits de première nécessité. Il y a le lait, par exemple, qui est rationné à Gafsa. Donc c'est cette impression-là que la situation empire. Bien que il y ait des habitants, la société civile qui s'organisent, qui essayent d'être force de proposition. En retour, les institutions, les partis politiques et notamment le parti majoritaire, se montrent dans l'incapacité déjà d'être à l'écoute. La seule réponse actuellement est la violence, le recours à la violence. Donc c'est une situation qui va empirer. Alors Rafika, justement, je parlais tout à l'heure de la Troïka, donc précisons pour nos téléspectateurs qui ne sont pas avertis du sujet. La Troïka, c'est parce qu'effectivement le président de la République, Moncef Marzouki, est du CPR, Congrès pour la République. Le gouvernement est donc à majorité Ennahda, puisque c'est Ahmadi Jebali qui le dirige, et puis le président de l'Assemblée constituante, lui, qui est du parti Etakatol, et qui est Moustapha Ben Jaffar. Alors justement, cette Troïka, que lui reproche-t-on? Quelle est la critique que l'on entend le plus souvent dans la rue et sur les réseaux sociaux? Vous avez parlé du manque d'écoute, de l'utilisation de la répression notamment. Quelles sont les autres critiques? Également l'impression que les partis politiques de manière générale, mais en particulier ceux qui sont au gouvernement, ne pensent qu'à leurs intérêts. On voit par exemple Nehda qui met en place à l'échelle locale des militants qui vont peut-être davantage donner l'impression de servir les intérêts du parti plutôt que ceux de la population. Donc c'est ce qui ressort le plus. L'impression que les partis et le gouvernement ne sont pas en capacité de répondre aux demandes de la population et de ce fait cette dégradation du niveau de vie, du quotidien des habitants que l'on peut noter. Merci beaucoup Rafika Bendermel pour cet éclairage en direct de Tunis, même si je le rappelle, vous êtes basé à Sidi Bouzid et que vous travaillez donc au Tunisie Bondi Blog, je vais y arriver, que l'on peut retrouver sur Internet. Je vous propose maintenant une pause musicale. Emel Matlouti, on le rappelle, vous serez en concert le 28 janvier à la Cigale à Paris, 19h30, pour être très précis. On va écouter l'un de vos morceaux qui s'appelle Melkrit. On se retrouve juste après. ما لقيت صاحب واحد يعرف ما يرد عليا ما لقيت موجة تبحر بيا لبعيد Malqit, ce qui veut dire je n'ai point trouvé, je n'ai pas trouvé. Alors vous dites notamment je n'ai pas trouvé la quiétude, ni même connu la fête, je n'ai pas trouvé ma route, ni même mon chemin. C'est donc une quête personnelle vouée à l'échec. Question Emel Matlouti, la Tunisie finira-t-elle par trouver son chemin? Eh bien, je l'espère. Je l'espère. Je pense que de toute manière, ça va prendre du temps. Donc il faut pas non plus, on s'attend pas à ce que tout se réalise tout de suite. Mais cela dit, il faut pas rester et dire non, ça va, voilà. Parce que actuellement, on est face à une situation qui est de plus en plus compliquée, vu la montée des prix, la montée des produits alimentaires, et même parfois. On ne peut pas tout le temps acheter certains produits alimentaires, et ce qui est dû visiblement à de la contrebande de produits alimentaires où encore une fois le gouvernement est dépassé. Vous êtes une révolutionnaire dans l'âme, Emel Matlouti. On entend parfois dire que la Tunisie frôle une deuxième révolution. Ce soir, dites-nous, vous, est-ce que c'est votre souhait ou pas?
Oui, complètement. Moi, j'étais en Tunisie il y a quelques jours et c'est vrai qu'à chaque coin de rue, il y a des petites manifestations, pas des grandes manifestations dans plusieurs villes. Donc à chaque fois, il y a des revendications et ce qui prouve qu'on est sur une poudrière. Nadia Raïs, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui. On frôle une deuxième révolution aujourd'hui? On frôle et on l'espère surtout. On l'espère parce qu'on ne voit pas les choses qui avancent dans le bon sens. Donc aussi, on n'arrive pas à comprendre les choses. On n'arrive pas à donner une analyse. Donc on se dit peut-être autant reprendre des choses là où on les a laissées. Enfin, on l'espère, mais on ne sait pas si c'est si c'est la chose à faire ou pas. Ou est-ce que des fois on se dit peut-être qu'il y aurait une autre révolution. Des fois on se dit c'est mieux de travailler, de faire le maximum de nous-mêmes, chacun dans son travail, dans ce qu'il sait faire. Oui, la révolution peut prendre différentes formes aussi. C'est pas forcément des manifestations. Fois, quand je raisonne, je suis aussi de ce point de vue, c'est-à-dire quand je me réveille le matin, je me dis j'avance dans mes projets. Quand je vois que j'avance, je me sens vraiment bien. Je sens que j'ai rendu quelque chose d'important pour le pays. Et alors que des fois, on est derrière des images, tout le temps derrière l'ordinateur, Facebook à attendre, espérer une autre révolution, et on voit très bien que ça peut retomber dans d'autres problèmes. Ça va. Tahar Bekri, vous avez aussi participé à l'ouvrage collectif Rêves d'hiver au petit matin. C'est toujours aux éditions Elisa, d'édition tunisienne que l'on salue d'ailleurs. Les printemps arabes vus par 50 écrivains et dessinateurs. Et puis il y a donc votre livre au souvenir de Younous Emre. Je vais lire un poème à l'antenne. Aimer la pierre abandonnée sur le chemin depuis la nuit des temps, le coquelicot fragile loin des bottes des conquérants, le bouleau qui attend le printemps, par-delà les vallées et les collines, haut ton cœur en retraite, bas sans raison, aimer le ruisseau réveillé par l'hiver, le toit d'argile résistant aux flammes des tyrans. Vous êtes né à Gabès, en Tunisie. La mer, l'eau, la nature sont omniprésents dans vos poèmes. Vous avez un rapport aussi particulier avec la Bretagne. Oui, c'est un livre hommage à la Tunisie, après celui, le précédent, Je te donne Tunisie. C'est une interrogation philosophique. Je pense aujourd'hui qu'il nous faut beaucoup de sagesse pour échapper à la violence, parce que d'autres pays islamiques ont subi la violence, et que le rôle du poète, c'est d'apporter une parole de paix, sage, belle, magnifique, comme l'art d'une manière générale, interroger le pouvoir, interroger la société. Emre, c'est vraiment le poète de l'amour, et la révolution, c'est aussi une esthétique, c'est une parole belle. La foi n'est pas la violence. Un poète soufi qui était très 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 attaché à la religion, à Dieu, qui chantait l'amour de Dieu, mais qui était un soufi et qui prenait l'amour universel. C'est une religion de beauté, de foi intérieure, d'apaisement. Le malékisme en Tunisie, c'est l'harmonie entre le spirituel et le temporel. Et loin, donc, très loin, Tahar Bekri, de cette nouvelle destruction à Sidi Bou Saïd. Ça s'est passé hier, pas de revendication, mais bien entendu, beaucoup y voient la main des salafistes. Ils ne sont pas nombreux dans le pays. Là aussi, c'est un point qui revient souvent et qui finalement parasite. Parce que quel sujet doit être sur le devant de la scène? Est-ce que c'est l'économie, dont on n'a finalement pas beaucoup parlé, si ce n'est ces derniers mois? Est-ce que c'est ce bras de fer, entre guillemets, permettez-moi, entre d'un côté militants laïcs, de l'autre salafistes? Emel Matlouti, vous, à ce sujet, est-ce qu'il faut vraiment en parler, quitte à ce que, justement, ça prenne la plus grande part sur la scène médiatique ou publique? Pour moi, ce qui devrait prendre la plus grande part sur la scène médiatique et politique, c'est de résoudre les problèmes économiques, justement pour tous ces jeunes qui recherchent donc, une vie décente. Puis, il faut qu'on avance sur la Constitution la Constitution aurait déjà dû être finie et pour organiser des élections et partir vraiment sur la nouvelle route de la Tunisie. Et j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup pour d'autres sujets pour faire peur aux gens, pour faire ce qui finalement sert peut-être le pouvoir en place aussi finalement. Sur cette question de la destruction du mausolée, là aussi on le rappelle dans une région quand même très touristique, ce qui ne va pas arranger la situation. Nadia Raïs. Non seulement touristique, mais en plus les gens sont très très attachés à Sidi Bou Saïd parce que ça fait vraiment partie de leur culture. C'est de toutes les classes à Sidi Bou Saïd, que ce soit plus populaire ou bourgeoise, enfin tous les styles de personnes sont vraiment attachés à ce mausolée. Sidi Bou Saïd, c'est ce qui fait son empreinte, son identité. Donc qui fédère l'identité régionale. Oui, parce que c'est Sidi Bou Saïd, c'est le personnage, c'est lié à son histoire. Donc si on attaque un endroit
Il y a eu déjà un précédent de Seyda-Manoubi. Oui, voilà, il y a eu déjà, c'est le troisième endroit. Et c'est un symbole qui est quand même, c'est grave ce qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'il donne à chaque fois des leçons un peu partout pour faire peur aux gens et pour effacer certaines choses. Alors précisons que le ministre tunisien de l'Intérieur s'est rendu sur place et qu'il a été sifflé, il a été conspué. La Tunisie lancera beaucoup de questions cette année à Marseille, et pour cause, Marseille, la cité phocéenne, qui est la capitale 2013 européenne de la culture. Le coup d'envoi de Marseille-Provence 2013 a été donné hier. Regardez ce reportage, il est signé Stéphane Stasi avec beaucoup de ferveur. On raconte qu'en l'an 2013, un grand cri envahit le Vieux-Port. 19h, une grande clameur envahit le Vieux-Port. Ici, comme dans une trentaine de lieux de la ville, au même moment, les Marseillais donnent de la voix. Marseille-Provence 2013 peut commencer. Joss, sur scène, met l'ambiance, sa spécialité, le beatbox. C'est imiter des batteries, des basses, des sons avec sa bouche, son nez, sa gorge, quoi. Et ça donne des... Ah, t'as un truc là. Une grande clameur qui se prolonge par un embrasement du port. Plus de 350 000 personnes se dirigent alors vers les dizaines de spectacles et performances qui ont lieu tout au long de la soirée. Ici, la compagnie des studios du cirque, des acrobates en blanc dans les airs, couvre le public de plumes. Grandiose, super joli, je suis bouche bée. C'était génial, il y avait des plumes de partout. D'ailleurs, regardez, on a fait du stock. Voilà. C'était vraiment magique, tout le monde a rêvé, c'était super. Des performances concentrées autour du Vieux-Port, à chaque place un spectacle. Là, ce sont des sculpteurs de glace venus de Nantes qui attirent l'attention. À chaque fois, on se balade, à chaque détour, on découvre un nouveau spectacle. Alors là, on avait l'intention d'aller trouver un petit endroit pour manger, mais non, on s'arrête parce que c'est super. On se retourne de temps en temps vers le public pour lancer des boules de neige et savoir si tout va bien. Mais vraiment, les Marseillais sont super, quoi. Une ambiance festive qui se prolonge dans la nuit. Cette première journée d'ouverture de l'année culturelle a rencontré un public nombreux. D'autres manifestations attendent les visiteurs partout dans la région. Marseille-Provence 2013, on aura bien entendu l'occasion d'en reparler dans cette émission et plus généralement à TV5 Monde. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vos témoignages. On va se quitter en musique avec Emel Matlouti qui nous interprète ce soir Adalem, qui veut dire le tyran. C'est à vous, Emel. اقتلني اكتب أغنية جرحني نغني حكاية زيدني من العذاب ما يدفنيش كفاية ينطر الحال شي حكاية ينطر الحال شي حكاية يهزك الزمان وهي بقايا يهزك الزمان وهي بقايا يهزك الزمان وهي بقايا يهزك الزمان وهي بقايا. Toujours aussi brillante.